Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Et oui, c'est bientôt la fin. On va rester 1 heure ensemble. Et après, malheureusement, comme les courses d'hier, on tirera le rideau. Mais on se retrouvera, ça à n'en pas douter. Avec moi ce soir pour débriefer ce dernier Grand Prix de Valence, j'ai Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric. Ça va ? Très bien. Et puis évidemment Thomas Morcellino. Tu vas bien Thomas ? Très bien. Bon. Messieurs, on va évidemment débriefer de ce dernier Grand Prix de la saison. On va évidemment rentrer dans le cadre classique de l'After Sunday, l'image du jour, le débrief de Michel Turcot, l'instant stat avec Thomas Morcellino. Ensuite, on aura le Sunday Race Recap et on passera à notre invité parce que ce soir encore, on vous a gâté. On a un invité de marque en la personne de Bernard Ancio. Bernard Ancio, le mécanicien cette année de Fabio Quartararo, mais ça fait beaucoup d'années qu'il est en Grand Prix. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Ça va ? Très bien, merci. Très bien. Alors, on l'a vu un petit peu avant de prendre l'antenne. Tu es déjà à Jerez parce qu'en fin de semaine et dès demain même ça roule. C'est des tests pour préparer 2022. Tout à fait. On va faire rouler les nouvelles motos, donc les motos de 2022. Et on est parti pour la préparation de l'année, en fait. Ok, donc on va faire notre petit débrief et puis on revient très rapidement vers toi parce qu'on a énormément de questions à aborder et des sujets sympas à aborder avec toi. Alors, on passe tout de suite au débrief tout simplement de Michel Turcot. Voilà, le débrief de Michel Turcot. Alors Michel, le débrief, il commence par l'image du Grand Prix. Je pense que là, il n'y avait pas beaucoup à chercher, à se gratter la tête. L'image du Grand Prix, c'est bien évidemment Valentino Rossi. Ah oui, c'est l'image du Grand Prix et l'événement évidemment de cette fin de saison. La dernière course, la 432e course en championnat du monde de Valentino Rossi, 26 ans de carrière et voilà la fin d'une très très longue histoire. Il y avait énormément d'émotions à Valence, énormément de cérémonies pour lui rendre hommage. Ça a commencé dès le jeudi avant les premiers essais. Toutes ces motos champions du monde avaient été réunies et voilà, il les a retrouvées l'une après l'autre. Alors la plupart, il les a chez lui déjà, sauf les Honda. Sauf les Honda. Donc voilà, c'était assez marrant parce qu'il a profité de l'occasion pour rappeler que la 500 elle est à lui. Dans le sens où elle lui avait été promise, mais on ne lui a jamais donné. Alberto Pucci était là pour les photos, parce que ce qui a été magnifique durant ce week-end, c'est que tout le monde a rendu hommage à Valentino Rossi, même ses adversaires, même les équipes qu'il a affrontées, les équipes avec lesquelles il a travaillé par le passé, et notamment donc Honda. Alberto Pucci était là pour les photos, donc il lui a dit écoute, ça serait pas mal que tu dises aux Japonais que cette moto, il me la renvoie chez moi. Et Alberto était questionné le lendemain, il a dit que ça risquait d'être très compliqué parce que les Japonais ils veulent la garder dans le musée aussi, cette 500, donc c'est pas sûr qu'il la récupère. D'accord. Bon, on connaissait la maison de douane, on y était allé ensemble où il avait les 4 motos, les 4 NSR et il attendait la 5e. Pour Rossi, c'est un peu bizarre que ça soit. C'est curieux que je pense qu'ils ont il doit rester un petit différent, une histoire qui s'est pas très très bien terminée. Enfin, c'est bien terminée par 3 titres de champion du monde, mais enfin on sait que Valentino est parti de chez Honda en conflit un peu avec les dirigeants du moment, quoi. Ouais. Bon, c'est un petit peu dommage qu'effectivement on puisse pas un petit peu faire table rase du passé et offrir ces 2 machines qui manquent dans la collection de Valentino Rossi. Alors, on va rentrer dans le débrief proprement dit. Le débrief proprement dit, c'est Ducati, encore une fois, qui fait main basse non seulement sur la victoire, mais sur les 3 marches du podium, Michel. Ouais, premier triplé de l'histoire de Ducati. Du jamais vu, donc, et ce qui confirme la montée en puissance de la marque italienne sur cette fin de saison. Au-delà du triplé, ça a été une domination sans partage, même aux essais. Ça aussi, c'était du jamais vu, Thomas. Ouais, écoute, là on est sur si je te donne des chiffres, on est sur la 30e, il y a eu 30 premières lignes Ducati cette saison. Si on prend juste Pecco Bagnaia, on est sur une 10e première ligne de suite. Jorge Martin qui fait la pole position. Clairement sur la saison, même en qualif, elles étaient
légèrement, enfin même carrément au-dessus du lot, clairement. Ouais, et puis ce qui est surtout impressionnant, c'est que tout au long de la saison, on a eu le discours, ça c'est plutôt une piste pour Yamaha, ça c'est une piste où les Ducati vont être en difficulté, Fabio va pouvoir tirer son épingle du jeu, et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a... C'est une moto qui est aujourd'hui bien partout et qui est bien avec tous ses pilotes aussi. Ouais. C'est aussi ça qu'il faut souligner, parce que encore une fois, cette moto elle a souvent convenu à un pilote qui savait l'utiliser. Là aujourd'hui, voilà. Et puis cette course l'a démontré, on a Jorge Martin qui fait la pole, qui fait plusieurs tours en tête. Bon, après toujours il manque encore un petit peu de conditions, d'ailleurs à la fin de la course on l'a plus vu, parce qu'il a eu un gros coup de pompe, donc il a mené la course. Ensuite c'est Bagnaia qui prend la tête et qui va gagner sa 4e victoire, c'est ça. Jack Miller qui a été alors toujours un peu moins tranchant, Jack Miller, mais il est là, il est derrière, hein, il fait le boulot. Voilà, donc une moto qui fonctionne avec tout le monde et qui l'année prochaine sera très nombreuses, les Ducati seront nombreuses, il y en aura 8, donc c'est vrai que bon, c'est une moto qui a fait un vrai step, qui aujourd'hui on a vraiment l'impression que les autres sont un peu dominés, et l'année prochaine cette moto, il y en aura 8. Donc c'est vrai que la concurrence peut s'inquiéter pour la saison prochaine. Il va falloir bosser dur cet hiver. On en parlera avec Bernard tout à l'heure, bien évidemment. Alors évidemment, on va rester dans le giron Ducati. Tu l'as évoqué, Bagnaia, encore une fois, impressionnant. Il n'a pas eu la pole, mais après, une fois qu'il a pris les commandes du Grand Prix, il a assommé tout le monde. Il a la pole de justesse, parce qu'il y aura la faute en Q2, qu'il avait dominé les premiers tours. Non, mais c'est vrai qu'il est super impressionnant, quoi. Il a fait une vraie progression, et là on sent qu'il y a eu un déclic. Même Johan Zarco, et quand il parle de Bagnaia, il a un peu des étoiles qui brillent dans les yeux, parce qu'il arrive avec nous la semaine dernière, il l'a dit. Il arrive à faire des... Il exploite parfaitement la moto, quoi. Donc il fait pas d'erreur en plus. C'est aussi sur un circuit comme Valence, faire toute la course sans faire une petite erreur, c'est beau, quoi. C'est une moto qui reste quand même un petit peu difficile à piloter, même s'il a dit, elle a énormément progressé en termes de turning, comme on dit en anglais, quoi. Donc c'est vrai qu'elle tourne plus facilement. C'était son point faible. Donc Bagnaia, il est rayonnant. On sent qu'il a pris une vraie place de leader dans l'équipe. Ça se passe bien avec Jack Miller, parce que Jack Miller, même s'il est un peu dominé aujourd'hui, il n'en prend pas ombrage. Donc il y a vraiment une bonne ambiance. Je pense que là, il y a quand même une belle équipe pour la suite, quoi. Oui, c'est clair, pour 2022. Et puis, on parle de Bagnaia, mais on l'a évoqué aussi, Jorge Martin. Rendez-vous la saison prochaine, ça risque d'être un client quand même. Ouais, alors Jorge Martin, il est super vite, on le sait. Depuis le début de l'année, on se rappelle qu'il a brillé dès le Qatar. Après, voilà, ça reste un pilote hyper performant, mais qui est aussi fragile. C'est un pilote qui a tendance, dès qu'il tombe, à se blesser. Donc là, cette année, il a été grièvement blessé au Portugal. En début de saison, il a même dit que lui, il ne savait pas s'il allait pouvoir monter sur la moto. Donc il n'est pas encore à 100%. Il a tendance à se blesser quand il tombe. Donc c'est vrai que ça peut être son talon d'Achille. Mais non, c'est vrai qu'il a un énorme talent. On va voir un petit peu comment il construit là-dessus, quoi. Et puis il y a aussi cette dynamique, comme tu le disais. Bon là, ok, la saison s'arrête. Mais cette dynamique, elle va rester, et ça va être un vrai point fort pour Ducati, parce que là, sur la fin de saison, on va reparler de Fabio après, mais si on regarde bien, comme tu le dis, elle a occupé le devant de la scène, que ça soit en essai, que ça soit en course. C'est du bonus pour préparer 2022 très sereinement, quoi. Oui, d'autant plus que on sait que le développement a été gelé sur ces 2 dernières années, et que là, on va réouvrir un peu les vannes, et on sait que l'équipe d'Alligna, c'est celle qui bosse le plus, en termes d'innovation. Aujourd'hui, la dernière innovation majeure des constructeurs japonais, c'est Honda avec la boîte seamless. Sinon, depuis, les ailerons, le all shot device, la fameuse cuillère qui est placée sous le carénage devant la roue arrière, enfin... Toutes ces petites choses viennent de chez Ducati, et Ducati est copié. Donc c'est vraiment un signe que c'est aujourd'hui la marque, le constructeur leader. Des petites indiscrétions sur ce qui pourrait arriver, là, notamment, on va en parler aussi avec Bernard, sur les 2 jours de test, où ça a été pour l'instant bien gardé. Bien gardé. Moi, j'ai fait une interview d'Alligna samedi. Pas eu moyen d'y arracher quoi que ce soit. Donc, mais bon, on peut compter. Voilà. Il s'est fédéré aussi des ingénieurs.
Aujourd'hui, la satisfaction de l'Alignat sur cette année, c'est le choix des pilotes, parce qu'on se souvient quand ils ont décidé de remplacer Dovi et Petrucci par Bagnaia et Miller. C'était un sacré pari. Hein. C'était un pari. Beaucoup doutaient un peu d'avoir dit changer les deux pilotes, peut-être qu'un seul aurait suffi. Et finalement, plutôt que Bagnaia. Voilà, ouais. En tout cas, bravo, quoi, parce que la paire, elle fonctionne, et surtout, elle fonctionne bien ensemble, quoi. C'est aussi important. Alors, avant de parler de Johann Zarco, parce qu'on va rester dans le giron Ducati, on marque une pause et on se revient. Et on revient. Voilà, donc pour revenir sur le débrief de Michel Turcot, donc Ducati, on le disait, présence en force l'année prochaine, 8 motos. Et puis si on regarde, 4 hommes forts quand même, parce que Bagnaia, on vient de parler de Martin, Miller finalement c'est quand même pas si mal, c'est comme tu le disais un peu inconstant. Et puis surtout, Johan, meilleur pilote indépendant. Au passage, Pramac, carton plein, hein, meilleur. Vas-y. Non, je rajouterai aussi Bastianini, parce que je pense Oui, Bastianini, oui, tu as tout à fait raison, Thomas. Mais voilà, Pramac, carton plein, meilleure équipe, meilleur rookie, meilleur pilote indépendant. Johan, il a retrouvé un petit peu ce qu'il nous avait expliqué dans l'émission dernière. Il s'était un petit peu perdu après la pause estivale. Là, il retrouve la bonne direction. Oui, il était content de son top 5 au Portugal. Il en fait un second pour finir la saison à Valence. Donc, c'est très bien de finir. Il a retrouvé ses sensations. Je pense qu'ils ont un peu arrêté autour de son équipe technique d'essayer de trouver des solutions, de gamberger trop, d'essayer des choses sur la moto. Ils sont revenus à ce qu'ils savaient faire et il a retrouvé du feeling. Alors après, il dit qu'aujourd'hui, par rapport à son début d'année, il est pénalisé. Enfin, il est pénalisé. Il perd un peu sur les départs. Il dit que les autres ont progressé, que lui, il est resté au même niveau. Donc c'est vrai que les 3 dixièmes perdus sur les premiers tours, aujourd'hui, le niveau il est tellement élevé. Ça, on n'en a pas parlé, mais aux essais, on a eu les 21 pilotes en dixième. En moins d'une seconde, c'était en 8 dixièmes. C'était un truc de fou, ça aussi. Il le disait, Johan. Il disait, j'ai perdu les 2 dixièmes à l'impulsion. Il nous l'a dit la semaine dernière. Hein. Je ne sais pas si vous étiez avec nous. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la moindre, le moindre dixième sur les 20 ou les 25 tours d'une course, ils vont payer à la fin, quoi. Là, il part 5, hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, il part 5. Au premier tour, il est 10. Oui, c'est ça. Donc, et à la fin, je crois qu'il était même un peu en colère contre lui-même. Là, on a suivi un peu le débrief sur Canal, où il disait qu'il aurait pu jouer le podium s'il était mieux parti. Et je crois qu'il dit que dans son avant-dernier tour, il est en 31-2 ou 31-3. Donc, c'est quand même... Il a perdu beaucoup de temps derrière Binder, donc il n'a pas pu faire la remontée qu'il aurait voulu. Mais après, c'est les départs, comme tu dis, surtout apparemment, c'est vraiment au niveau quand il cire l'embrayage, comme il disait hier dans son débrief, il n'arrive pas encore à avoir le feeling qu'il a que les autres. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant comme explication, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a un launch control, hein, donc en fait on dégage, on lâche, voilà. Alors c'est vrai qu'après chaque pilote aussi ses petites manies. Et puis puisqu'on parle de français, on va aussi parler de Johann Zarco, de Fabio Quartararo. Fabio qui a terminé 5e. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, une course derrière les Ducati, mi-figue mi-raisin, disons qu'il a un peu raté la qualif, et après quand on a une Yam et qu'on part au milieu, c'est compliqué, quoi. Parce que face à des motos au Portugal, il s'était retrouvé coincé entre Zarco et Martin, et il s'est un peu agacé, il s'est dit je vais quand même essayer, il est tombé. Il est tombé aux essais aussi, hein, il est tombé en P3, non ? Oui, c'est ça. Bernard, il peut... Oui. C'est ça, il est tombé en P3, oui. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dit, la Ducati, elle a vraiment fait un step. Alors peut-être aussi que effectivement Fabio s'est peut-être un peu relâché après son titre, mais enfin, une fois encore, c'est lui le meilleur pilote Yamaha. Parce que c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement sur la dernière course de Valentino Rossi, mais il termine 10e. Et il a dit, j'ai fait la plus belle course de l'année. Et derrière lui, il y avait Morbidelli et Dovi. Alors on peut imaginer que les deux, ils n'aient pas fait le forcing pour essayer de le doubler parce que c'était sa dernière course. Ni l'un ni l'autre. Et Morbidelli a dit d'ailleurs, j'étais content d'avoir vécu la dernière course de Valentino de plus près, quoi, hein. Donc c'est vrai que c'était le petit clin d'œil. Mais il a fait une super course. Il a dit, j'ai fait la course comme s'il jouait un titre de champion du monde, quoi. Il n'a pas fait d'erreur. Il a tout donné, quoi. Et il est 10e à 13 secondes. Donc
ce que fait Fabio, voilà, c'est loin d'être ridicule. Sans, encore une fois, Thomas nous en parlera après, mais sans Fabio, Yamaha est loin derrière les Ducati. Aujourd'hui, voilà, Ducati a certainement la meilleure moto. Certainement que si le championnat avait démarré au mois d'août, les choses auraient été plus compliquées pour Fabio. Il a fait le job, il a été régulier toute l'année, performant. Mais c'est vrai qu'on sent qu'aujourd'hui, là, il y a un petit step qui a été fait par les Ducati. Sachant que leur point faible était leur châssis, hein, donc eux ils ont plus facilement travaillé sur les réglages pour améliorer la tenue de route de la moto et sa façon de tourner que quand un constructeur est pénalisé pour son moteur, on sait que le moteur on peut pas le toucher, donc c'est plus difficile de progresser en cours d'année, quoi. D'où l'importance exacerbée des tests qu'il va y avoir cet hiver pour Yamaha. Je voulais dire que Fabio disait hier qu'il a vraiment senti quelque chose qui s'est passé au niveau des Ducati à partir du moment, au retour de la trêve estivale, à partir de l'Autriche. Il a vraiment ressenti quelque chose. Et c'est à partir de là où, effectivement, il a vu un peu la domination, qu'il s'est senti un peu plus en difficulté, on va dire. Bon, après, ça n'enlève rien à la saison exceptionnelle que Fabio a faite. C'est quand même lui qui gagne le plus de courses, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, devant Pecco. Devant Pecco, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, avec Dessy, si Pecco n'était pas tombé à Misano, Thomas... Non, mais quelque part, c'est pas mal aussi pour que quelque part, ça se termine comme ça. Il est champion du monde. Les 2 dernières courses sont difficiles. Chez Yamaha, ils se rendent compte qu'il ne va pas falloir s'endormir sur ses lauriers, comme a pu peut-être le faire Suzuki l'an dernier. Donc le scénario est pas mal. C'est ça qui est bien, c'est que on pourrait effectivement, comme tu le dis, Michel, se dire on est champion du monde. On en reparlera avec Bernard tout à l'heure, mais on est champion du monde. Finalement, ça va pas si mal. Mais là, ils sont vraiment entre guillemets dans le dur avec ces 2 derniers résultats qui, en plus, se font sur des circuits quand même, pour le moins étriqué, on va dire. Valence, c'est pas le circuit idéal. Le Portugal, Fabio gagne la 3e course du championnat, donc au mois d'avril, il gagne là-bas, et la semaine dernière, il était en grande difficulté. Enfin, je rajoute juste un petit bémol, parce qu'en Portugal, justement, la 3e course, Bagnaia aurait dû avoir la pole, mais du coup, son tour a été annulé, je sais plus, je crois. C'est drapeau jaune, non? Je sais plus si c'est drapeau jaune ou mordu les limites de la piste. Je sais plus. Mais toujours est-il que s'il avait fait une très belle remontée, il finit 2e derrière Fabio. Là, à Portimao 2, il a fait une meilleure qualif, et donc du coup forcément ça conditionne, c'est ce que tu disais Michel, forcément quand tu fais une mauvaise qualif, quand on dit mauvais c'est au-delà de la première ligne. Ouais, enfin aujourd'hui partir au-delà de la deuxième ligne, on va dire, mais c'est vrai qu'il faut être dans les 5-6 premiers en qualif, sinon c'est très compliqué. Oui, c'est clair, au-delà de la deuxième ligne, ça devient très très compliqué. Exactement. Et ça le sera encore plus l'année prochaine, justement avec ce qu'on vient de dire, avec ces 8 Ducati. Dernier point sur ce débrief du Grand Prix, hormis Valentino, mais on va en reparler, c'est Marc Marquez et les informations qui sont vraiment inquiétantes, entre guillemets, Michel. Oui, on en parlait la semaine dernière, hein, donc il a été forfait. On se demandait s'il allait, après son forfait au Portugal, s'il allait pouvoir rouler à Valence. Eh bien non. Donc la commotion cérébrale dont il a été victime était plus sérieuse que prévu, puisqu'il souffre de diplopie, donc d'une vision double. C'est quelque chose qui lui était arrivé en fin 2011. Hein. Il aurait certainement eu le titre de champion du monde Moto 2 en 2011 dès sa première saison. D'ailleurs, s'il n'était pas tombé à ce moment-là, parce qu'il était en train de revenir sur Bradle, telle la proie, voilà, sur sa proie. Le prédateur sur sa proie. Je vais y arriver, ouais. C'est la fin de saison. Et donc, en fait, il est tombé, il avait pris un gros coup sur la tête, et un œdème qui comprime les muscles, le nerf de l'œil. Enfin, je suis pas ophtalmo, mais de ce qu'on m'a expliqué, voilà. Donc là, à part du repos, il faut déjà du repos, voir si ça revient. La dernière fois, il y avait eu une petite intervention chirurgicale. Quoi qu'il en soit, il était resté 4 mois sans pouvoir faire de la moto, et il avait repris juste avant. Il avait raté les tests Moto 2 de l'hiver, hein, et il avait repris juste avant le Grand Prix du Qatar. Après, il y avait eu 0 problème. Une fois que c'est revenu, voilà. Ça veut dire aussi qu'il y a une vraie fragilité de ce côté-là. Disons qu'il y a une accumulation de blessures, et on sent, c'est vrai qu'on ne va pas interpréter le marc de café, mais on se dit que là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et puis son épaule, c'est vrai qu'on s'était dit il est revenu parce qu'il a gagné 2 victoires de suite au Texas et à Misano, mais on sait aussi que son épaule n'est pas encore à 100%. Donc là, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir s'entraîner, qu'il va pas pouvoir aussi travailler sur le développement de la moto, ce qui est un drame, parce qu'on sait que la Honda, on a vu Paul Spargaro qui s'est aussi blessé, qui sera peut-être pas à Jerez cette semaine, une moto qui reste hyper difficile à piloter, hein. On voit bien Nakagami, Marquez, Honda, ils sont encore plus en difficulté
que Yamaha, et sans Marquez pour travailler cet hiver, c'est pas gagné, quoi. Justement, on parlait de Paul Espargaro, Marquez, une stat par rapport à... Non, mais Oui, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de Honda au départ. Alors, pas Honda officiel. Il faut remonter à 92 à Assen, avec l'histoire qu'on connaît à Assen, donc la chute aux essais de... Mick Doohan, j'ai dit 92, je l'ai bien dit. Avec Mick Doohan aux essais, et puis Wayne Gardner, qui je crois aussi était tombé aux essais, qui s'était fait une commotion pour le coup, et qui du coup avait été forfait pour la course. Donc, ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier. Donc ça montre aussi, effectivement, comme tu dis, Michel, la difficulté qu'a les Honda de se baser, se référer à un seul pilote, quoi. Eh bien, ça tombe bien, puisque Thomas nous parlait, eh bien, on va continuer avec lui, puisqu'on va passer maintenant à l'instant stat. Voilà, l'instant stat avec Thomas. Alors, on a commencé à l'évoquer, mais ce Grand Prix de Valence, c'est une très très belle performance de Ducati. Comme Michel l'a dit, c'est la première fois qu'on a un triplé, c'est ça ? Oui, exactement. C'est un premier triplé. Donc, on s'en était approché plusieurs fois, notamment au Mans, d'avoir 3 Ducati dans le top 4. C'est arrivé au Mans en 2019, je crois, au Mans cette année où c'est arrivé plusieurs fois au Mans, tout à fait. Voilà. C'est arrivé plusieurs fois. Mais effectivement, 3 pilotes Ducati sur le podium, c'était jamais arrivé. Voilà, après, je peux rajouter d'autres choses. Après, c'est vrai qu'on est sur 24 podiums maintenant pour Ducati cette saison. Leur précédent record, c'était en 2007, donc avec Casey Stoner notamment, où ils étaient à 19. 7 victoires cette saison, avec plusieurs pilotes différents, donc avec Miller, Bagnaia et Martin. On espérait une victoire de Zarco, c'était pas arrivé. L'année prochaine. Exactement. Donc là, ils égalent ils égalent leur deuxième record, on va dire. C'était en 2018, ils avaient fait autant de victoires, mais leur record c'était en 2007 également. Voilà. Donc après, je peux rajouter d'autres choses, mais c'est vrai qu'on fait la comparaison avec les Yamaha. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Surtout, en fait, en termes de podium, on a 5 pilotes différents qui sont montés sur le podium sur la Ducati. Donc on a Bastianini, Miller, Bagnaia, Zarco et Martin. Chez Yamaha, on en a 3, donc avec Viñales qu'on a 2, donc avec sa victoire au Qatar et son podium avant la trêve estivale à Assen. Et ensuite Morbidelli qu'on avait fait 1 aussi en début de saison. Et après les restes, donc les 10 autres podiums qui restent, c'est Fabio. Donc ça montre encore une fois ça. Et puis tu avais une stat aussi intéressante au niveau des points. Oui, après au niveau des points, donc si on prend les autres pilotes Yamaha cumulés, ils totalisent 103 points, une centaine de points, alors que Fabio, il termine la saison avec plus de 270 points. Donc ça montre encore une fois que... Encore une fois, oui, ça fait bien ça montre bien l'état des lieux, entre guillemets, entre cette... pas cette facilité, mais en fait cette maniabilité retrouvée chez Ducati et ce point faible chez Yamaha, quoi. C'est ça. Après, c'est ce que disait Fabio, c'était compliqué pour lui il disait que ça ne dépendait pas que de lui d'avoir le triple crown, comme ils disent, donc c'est-à-dire avoir le titre pilote, constructeur et équipe. Mais effectivement, c'est peut-être senti un petit peu seul depuis le départ de Viñales, on va dire. Ouais. Enfin bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On en reparlera tout à l'heure avec Bernard, bien évidemment. Merci Thomas. Alors, on va rester avec toi, mais on marque la fin de ce chapitre pour ouvrir le Sunday Race Recap. Alors ce Sunday Race Recap, il va être assez court parce qu'il n'y avait pas grand-chose à côté du MotoGP. Donc on va parler du Moto3 avec un dernier tour d'anthologie et de folie. Acosta qui va dans le bac à gravier et finalement la victoire d'un nouveau venu sur la plus haute marche du podium cette année. Oui, exactement. Donc c'est la première victoire de Xavier Artigas qui remporte cette première victoire. Bon, lui, il s'était approché plusieurs fois du podium de la victoire et là, pour une fois, ça lui a réussi. C'était ce circuit lui réussit déjà à l'origine. Il avait fait ses premiers podiums, je crois, sur ce circuit. Mais voilà, il a enfin confirmé. Un petit mot quand même sur Pedro Acosta qui a signé sa première pole position ce week-end. C'est le 12e poleman différent cette saison. C'est vrai qu'il aurait pu terminer la saison en étant champion sans avoir fait une seule pole, comme Albert Arenas l'an dernier en Moto3. Il vaut mieux être champion sans avoir fait une pole et gagner des courses plutôt que d'être champion sans avoir gagné 2 courses. Et puis évidemment, l'autre Sunday Race Recap, c'est le Moto2 et évidemment le titre
de Rémi Garner. Ça a été à la dernière course et ça a été chaud. Il a fait le job. Hein, Ouais. C'est vrai qu'il a fait le job et je pense que ça a été quand même assez compliqué au niveau pression parce que les deux ont fait le job. En fait, Rémi Garner qui devait terminer dans le top 13 si Raúl Fernandez gagnait. Raúl Fernandez a effectivement gagné et lui il est resté dans le ventre mou, ça a été compliqué. Des courses comme ça, on en a vu pas mal dans l'histoire. Moi, je me rappelle de Crivillé en 99 quand il est champion du monde 500. C'est vrai qu'il y a des pilotes comme ça, au moment où se dire si je tombe, c'est mort. Quoi. Donc c'est vrai que effectivement, c'est paralysé par l'enjeu. Ouais. Donc il a réussi à faire, donc là il est titré, deuxième duo père-fils a été titré, donc avec les Roberts, donc du coup avec son père Wayne en 87. 87, d'où le numéro de la moto. Tout à fait. J'ai appris ça ce week-end. Voilà, je suis désolé, je le redis. Et aussi après un truc assez rare aussi, c'est que c'est le deuxième Australien à être titré en catégorie intermédiaire, avec Kel Carruthers en 69. Ah oui. Donc il y a eu quelques Australiens, mais surtout en catégorie Rennes. En catégorie intermédiaire, ça a été et puis fréquent. Garner, il était déjà en Moto 2 parce qu'il était passé chez Tech 3, il est parti, il est revenu. Ça n'a pas été simple quand même son parcours. Non, son parcours, et puis surtout pas mal de blessures. Parce qu'il a... Ouais, des blessures, et puis une vie qui a été un peu compliquée pendant un moment, les relations avec son père qui n'étaient pas simples, son petit frère aussi qui courait ses débuts, on se souvient, qui a eu un petit peu des problèmes personnels. Enfin, il a été beaucoup parasité par sa vie privée, on va dire. Et depuis l'an dernier, il s'est un peu sorti de tout ça, quoi. Il s'est un peu mis la tête au clair. Il a une copine avec qui ça se passe super bien. Il s'est installé, il vit en Espagne. Il est dans sa vie, il est bien, quoi. Donc c'est vrai qu'il fait. On sent qu'il a trouvé une stabilité, ce qui lui manquait, et il est performant, quoi. Et puis en plus, il a quand même dû affronter un coéquipier extrêmement rapide. Pas facile, qui lui a pas mal volé la vedette, il faut bien le dire. Coéquipier qui va retrouver chez Tech 3 l'année prochaine. Quoi. D'ailleurs, comment tu le sens, toi, l'année prochaine, entre ces deux-là, chez Tech 3 ? Tu penses qu'on va assister, pareil, à l'éclosion de Raúl Fernandez et que ça sera, entre guillemets, pas laborieux, mais il y aura plus de travail du côté de Rémi Garner, parce qu'on a l'impression qu'il est quand même plus que doué, Fernandez. Oui, non, mais c'est sûr que Fernandez, Acosta, là, il y a deux pilotes extrêmement doués, quoi. Après, on sait que ça suffit pas non plus, quoi. Donc, on sait que l'entourage de Raúl Fernandez est pas simple. Le père est quand même un phénomène. D'ailleurs, l'autre fils. On sait que Yamaha, il a signé chez KTM, il voulait aller chez Yamaha, donc non, j'y vais plus, je veux pas. Et finalement, le père a dit non, mais on va plus chez KTM parce que mon fils, il a plus de guidon, donc il a fallu que KTM trouve un guidon à Adrian Fernandez ou chez Tech 3 qui avait quand même signé notre pilote. Donc là, on a dégagé le pilote qui était prévu. C'est l'ambiance. Donc tout ça fait que quand même Hervé Poncharal va pouvoir s'amuser l'année prochaine. Après, juste pour faire un petit mot, j'avais interviewé Hervé Poncharal après les premiers tests quand ils ont testé à Misano. Il était quand même assez impressionné par la capacité qu'avait Raúl Fernandez à faire ce qu'on lui disait de faire et à avoir surtout un feedback sur la moto pour un rookie. C'était assez impressionnant. Donc, je pense que l'année prochaine, on a un bon client. En tout cas, chez KTM, je pense qu'ils peuvent... Ils peuvent espérer. On va dire ça comme ça. Ils ont intérêt parce que c'est vrai que la fin de saison est un peu compliquée. C'était compliqué chez KTM. Allez, on va tout de suite maintenant passer à l'invité d'After Sunday. Voilà, alors si je vous dis Didier de Radigues, Randy Mamola, Kevin Magui, Daryl Betty, Norifumi Abe, Wayne René, Mick Doohan, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, quel est le point commun entre tous ces pilotes ? Eh bien, le point commun, vous l'avez ce soir avec nous, c'est Bernard Anciot. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci énormément d'avoir répondu à l'invitation de Michel. Bernard, on a énormément de questions à te poser. Oui. La première, on va rester dans l'actualité de ce week-end. Évidemment, tu as été champion du monde, entre guillemets, avec Fabio cette année. Mais il y a aussi le départ de Valentino, avec qui tu as passé, on faisait le calcul avec Michel, pas loin de 24 saisons. 21 ans, non, pardon. 21 ans. Comment tu l'as vécu, ce départ de Valentino ? C'était beaucoup d'émotions. C'est sûr que c'était une grande page des Grands Prix qui se tourne avec Valentino, qui restait le seul pilote à avoir couru en 500 et en MotoGP, donc avec les 4 temps. Donc c'est vrai que c'est une très très grande page d'histoire d'histoire moto, et aussi une grande
une grosse partie de ma carrière, en fait. Ouais, Bernard, moi je vais te poser une question. Enfin, j'aimerais que tu racontes, c'est des choses dont on a pas mal déjà parlé ensemble, mais j'aimerais que tu racontes tes débuts, ta première séance d'essai avec Valentino. Parce que, bon, avant Valentino, il y a eu les années Douane, qui était un personnage un peu à l'opposé de Valentino. Donc, raconte-nous un petit peu la première séance d'essai à Jerez avec Valentino. Ben, la première séance d'essai à Jerez, c'était avec la 500 de Mick, qui avait été que CTJ Pernod avait roulé parce que Mick s'était blessé en début de saison à Jerez notamment, et donc Valentino est arrivé avec un grand sourire, très excité de monter sur cette fameuse 500. Et sa première chose, ça a été de coller des autocollants sur la moto avec Cinquecento. C'était en fait une petite 500, Fiat 500. Donc c'était un petit clin d'œil déjà, ça montrait bien son caractère assez joueur, et il l'a prouvé toute sa carrière en fait. Alors, il y a eu des interviews, évidemment, on t'a vu notamment dans le très beau sujet consacré à la carrière de Valentino Rossi hier sur Canal+. Moi, ce que je voudrais que tu nous expliques, tu as connu Wayne Rainey, Mick Doohan, qui ont été évidemment par la force des choses obligés d'interrompre leur carrière. Là, c'est un vrai départ à la retraite pour Valentino. Tu travailles maintenant avec Fabio Quartararo. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le point commun entre ces 4 champions et en même temps ce qui les oppose ? Ben, je pense que ce qui les oppose d'abord, en fait, des garçons comme Mick et Wayne, ce sont les anglo-saxons. Donc, ce sont des garçons qui travaillent sur la moto. Donc, ils font ça, ils estiment la compétition moto comme un travail. Donc, ils sont très, très stricts dans leurs attitudes. Il n'y a pas de débordement, il y a pas beaucoup de fantaisie. Les box, c'est très calme, on ne rigole pas du tout avec un Wayne avant une séance d'essai ou avec un Grand Prix. Avec Mick, c'était pareil. Par contre, Valentino a beaucoup je dirais, il est très, très à raconter des blagues, à rigoler, à nous voir chahuter, je vais dire entre guillemets chahuter dans les box, ça l'intéresse. Il a envie d'être plus. C'est un Italien, il est joueur, il est très joueur à tous les points de vue. Et le pilotage moto pour lui est avant tout un plaisir. Et c'est ça qui l'a rendu si performant pendant toutes ces années, c'est qu'il s'est fait toujours plaisir. Et Fabio va plutôt dans ce comportement-là aussi. Il est plutôt similaire à un garçon comme Valentino que Mick ou Wayne. Donc, Bernard, une question un peu difficile. Est-ce que tu penses que Fabio possède un peu tous les ingrédients pour devenir un grand champion ? Je le pense. Sincèrement, je pense que Fabio a toutes les capacités pour être un grand champion. Et l'année prochaine, il faudra compter sur lui. Il faut surtout que Yamaha évolue pas mal au niveau puissance moteur, sans affaiblir les performances du châssis, en fait. Donc, on doit beaucoup travailler sur les moteurs. Mais pour revenir à Fabio, il a tout d'un grand champion. Le charisme, la capacité à analyser ce qu'il a besoin pour rouler vite, pour être rapide sur la moto. Il comprend quand il n'est pas rapide il arrive à nous expliquer ce dont il a besoin, ce qui est très important. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue, toi, sur ces 2 derniers Grands Prix qui ont été plus difficiles que les précédents là ? Comment tu analyses un petit peu la situation ? Ben, je pense que on a eu à Portimao, on a eu quelques soucis de réglage au niveau de la moto, à Valence aussi. Mais il faut aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense Valentino est un garçon de 22 ans. Il gagne son premier titre de champion du monde après beaucoup d'années je crois que ça n'a pas été toujours facile pour lui. Et est-ce qu'il y a eu du relâchement ? Je ne pourrais pas trop le dire, mais je pense que
c'est quelque part, c'est humain. On va le dire comme ça. C'est humain qu'il y ait eu peut-être un peu plus de relâchement, mais bien que le vendredi à Valence, pardon, on a eu beaucoup de soucis et on a réussi à faire évoluer la moto dans le bon sens. Et pour la course, il était performant quand même. Donc voilà. Bernard, au niveau justement de ton travail aujourd'hui, par rapport à ce que tu as connu à l'époque de tous les garçons que j'ai cités, aujourd'hui, est-ce que le terme de mécanicien est encore approprié ? Oui, tout à fait. Bon, il y a quand même pas mal de choses à faire sur notre Grand Prix. Ça nous occupe pas mal durant le week-end, entre les réglages. On peut quand même beaucoup travailler sur les boîtes de vitesse. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus parce qu'elles sont assez compliquées. Puis il y a tous les réglages à effectuer sur les motos. Et puis aussi, bien sûr, il y a la maintenance, la vérification des pièces. C'est quand même assez fastidieux. Alors hier ou avant-hier, je ne sais plus, Fabio a répondu à une interview aussi. On lui demandait à quel moment il a senti que le titre il était à sa portée. Et il disait la course de Jerez notamment, où il a été au bout et il a marqué ses 3 points à la suite à ses Harper. Comment toi, tu l'as vécu avec tout le staff ? À quel moment vous aussi vous vous êtes dit c'est bon, cette fois on y va, on tient ce titre. Est-ce que ça correspond au ressenti du pilote ou vous avez, avec l'expérience que tu as évité de te projeter trop vite ? Mais moi, de toute façon, tant que ce n'est pas mathématiquement fait, je doute toujours parce qu'il peut se passer beaucoup de choses et on n'est pas sur un nuage. En fait, on reste très, très concentré sur notre travail. Bon, le titre, on y pense, c'est sûr, on y pense, mais avant tout, chaque course est importante et on essaie d'être le plus performant possible à chaque course. Et après, quand le titre arrive au niveau mathématique, bon, ben, c'est un relâchement. Je ne vais pas dire que c'est un relâchement, mais c'est un soulagement. Bernard, avant de revenir un peu plus longuement sur Valentino, un dernier mot sur Fabio et sur la saison prochaine. Là. Qu'est-ce que tu sais que vous allez, qu'est-ce qui est prévu d'essayer à Jerez ? Qu'est-ce qui est un peu, c'est quoi un peu le plan là pour faire évoluer cette moto cet hiver, hormis le gagner de la puissance et de la vitesse de pointe ? Ben, je pense que c'est les 2 facteurs qui sont le plus importants. C'est effectivement la puissance et aussi essayer de travailler sur les petites lacunes qu'on a quand on est en manque de grip. Sur certains circuits, on n'a pas le grip qu'on voudrait et la moto en subit très très fortement les conséquences. Et alors, il y a aussi le fait qu'il faut faire évoluer Fabio et la moto sur une piste humide. Ça, c'est très important pour nous aussi. Donc voilà. Elle est vraiment si délicate que ça, sous la pluie, la Yamaha ? Elle est beaucoup plus délicate que la Ducati. Je pense que Dovizioso nous a dit d'ailleurs en montant sur la Yamaha que les Ducati avaient plus de grip, mais au niveau mécanique. C'est un grip mécanique qu'elles ont et ce qu'on n'a pas, en fait. Et donc, on doit travailler pas mal là-dessus. Et enfin, juste une dernière question pour après basculer vraiment du côté de Valentino. Cette saison, chez Yamaha, bon, il y a une chose qu'on avait rarement vue auparavant, c'est la prise de bec avec Maverick. Comment vous l'avez vécu dans le box ? Quand je dis prise de bec, c'est Maverick par rapport à Yamaha, le fait qu'il s'en aille, le fait aussi qu'on attendait beaucoup de lui comme étant le leader et Fabio qui devait apprendre. Comment vous l'avez perçu et comment vous avez pu finir la saison ? Ben pour nous, ça change pas grand-chose en fait, parce que bon, Maverick, c'est d'abord le premier pilote enfin le coéquipier, c'est le pilote qu'il faut battre de toute façon avant toute chose. Et bon, ce qui s'est passé entre Yamaha et Maverick, ça ne m'a jamais vraiment beaucoup intéressé, je vais dire. Ce qui s'est passé, ne nous a pas beaucoup influencé, je pense, au niveau performance. D'ailleurs, on l'a vu dans les performances de Fabio. Il a été pas du tout... il a eu aucun effet sur son pilotage et sur ses performances. Michel ?
Voilà. On va revenir un petit peu, on va revenir sur Valentino parce que bon, c'était quand même l'événement du week-end, hein, cette dernière course. On a vu jeudi, on l'a vu avec toutes ces motos là, il y avait quand même quelques Yamaha au bout. Toi, ton meilleur souvenir de toutes ces machines là, c'est avec laquelle? C'est 2004, le premier Grand Prix à Welcome. Ça reste le retour chez Yamaha pour moi. Bon, c'était quand même aussi très, très, très important pour moi parce que j'avais déjà passé par 11 saisons chez Yamaha dans Team Roberts. Donc, le retour avec Valentino chez Yamaha était vraiment pour moi que du bonheur. Et alors, cette première pole position à Welcome avec la victoire à la clé, c'était magnifique. C'est un très, très beau moment. Comment tu as vécu un petit peu les premiers essais parce qu'on sait qu'il était quand même inquiet de ce challenge. On sait, Valentino, il a quand même une particularité, c'est que contrairement à ce que beaucoup imaginent, c'est quelqu'un qui a du mal à choisir, qui est souvent dans l'indécision. Comment... J'ai pas saisi ta question. Là. Que veux-tu dire dans ces décisions? Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider sur pas mal de choses. Donc, ce challenge de Yamaha, il a quand même beaucoup hésité. Il a fait en grande partie parce que Brivio l'a convaincu de le faire. Mais toi, comment tu as vu les premiers essais et que la moto n'était pas dans le coup? Dès le début, on s'est rendu compte que bon, il y a une parole qui est assez intéressante, c'est quand il est descendu de la moto en Malaisie, donc aux essais de Malaisie, et il a pris plaisir à tirer son casque doucement, tirer ses airplugs, et puis il a toujours sa protection dentaire. Et il a regardé tout le monde et il a simplement dit aux ingénieurs, je m'attendais à pire. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit que c'était jouable. Et on a pas mal travaillé sur la moto et Valentino a cette capacité à aussi savoir ce qu'il a besoin pour être efficace et il l'a bien rendu, il l'a bien prouvé. Donc c'était un très très grand moment en fait. Alors tu étais aussi le moment où il a enlevé son casque à Valence en 2011 quand il a fait les premiers tours avec la Ducati. Donc là, c'était quoi ses premières paroles? Je m'attendais à ça a été très difficile. Bon, il y a eu en fait, nous, on a été à Bologne chez Ducati pour faire l'assemblage des motos et on a été assez surpris qu'on dise, ben voilà, ça c'est la moto pour la saison et voilà. Il n'y a pas eu grand-chose. Je pense qu'on a eu beaucoup de frustration face aux ingénieurs de chez Ducati qui n'ont pas beaucoup écouté ce que Valentino disait en fait. La moto, elle était comme ça, c'était scellé et il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'évolution au début. Et puis il y a eu le changement de châssis, ils ont quitté le carbone pour passer à l'aluminium. Ça s'est fait, mais je pense que Valentino était fort déçu de l'approche qu'il a eu chez Ducati. Il a été très très vite frustré face à tout ça, pardon. Justement, par rapport à Ducati et Jorge Lorenzo, qui était aussi un produit Yamaha, qui est passé aussi chez Ducati, toi aussi, tu as compris cette frustration parce qu'on a vu et on a entendu pendant très longtemps qu'ils réclamaient des choses. Ça t'a pas surpris du coup? Ben non, en fait, on s'est rendu compte que Lorenzo a eu beaucoup de soucis sur la moto et je crois que la Ducati à l'époque aussi était une moto qui était très très difficile à piloter, qui était fort demandait beaucoup du pilote et un garçon comme Stoner a réussi à faire de belles courses avec la Ducati et notamment à gagner un championnat. Mais pour un garçon comme Valentino ou comme Jorge, ça a été très très compliqué en fait. Et parce que ce sont des garçons qui s'adaptent, j'ai dit, et qui ont plus un style de pilotage qui s'adapte à la Yamaha. Après, Lorenzo, c'est quand même une autre époque. Quand Lorenzo va chez Ducati, Dovizioso est performant avec la moto. On voit depuis que Dall'Igna est arrivé, ça a quand même beaucoup changé, quoi. Ça a beaucoup changé, effectivement. Je pense que Dall'Igna a fait bien évoluer la moto et
il est certainement beaucoup plus à l'écoute des pilotes et voilà, je crois qu'il y a un dialogue qui se fait entre les pilotes et lui, et c'est un homme qui doit être très à l'écoute de ses pilotes. Vas-y, Bernard, on a l'impression qu'aujourd'hui les constructeurs européens sont quand même beaucoup plus dynamiques, à la fois en termes d'innovation technique et aussi en termes de stratégie. Là, on voit Daligna, c'est quand même, il a pris le lead techniquement. La Ducati, tout le monde la copie. Et en plus, voilà, l'année prochaine, il y a 8 motos. Il fait confiance à des pilotes différents. Il les écoute tous. Donc la moto va aussi progresser plus vite. Et puis sur la grille, Ducati, là, ça inquiète pas un peu chez Yamaha? Ben, si on s'inquiète, ça c'est bien sûr. On se rend compte on connaît nos faiblesses, on connaît nos lacunes. Et il est évident que cette année c'était compliqué parce qu'à part Fabio, on n'a pas eu vraiment grand monde autour de nous. Franco, il a été blessé, donc il est repassé dans le team d'usine, mais il souffre toujours. Il a toujours les séquelles de ses blessures. Dovi est revenu. Mais c'est pas Dovi revenir comme ça en Grand Prix, c'est pas facile. Et puis il y a Valentino qui entamait sa dernière saison, c'était pas facile non plus pour lui, quoi. Au niveau personnel, Bernard, quand on passe plus de 20 saisons, par exemple, avec Valentino Rossi, est-ce qu'on arrive à passer outre cette barrière staff technique, pilote? Est-ce qu'on peut devenir amis? Est-ce qu'on peut avoir des relations différentes? Je pense qu'être ami avec un pilote, c'est jamais, on perd beaucoup d'objectivité en fait. Donc c'est jamais bon. Il y a une certaine, un compagnonnage, on rigole, on fait des choses ensemble, mais c'est pas de l'amitié. Je crois que c'est un respect mutuel. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre nous. Valentino est un garçon qui est hyper superstitieux. On avait nos petites manies, la manière d'aborder la course, des petits gestes l'un envers l'autre. Mais je vais pas dire que c'est de l'amitié, c'est beaucoup c'est du respect, je pense. De la complicité, tu dirais à ce moment-là? Voilà, c'est le mot que je cherchais en fait, la complicité, tout à fait. Tout à fait. Mais être ami avec un pilote, d'abord, moi j'ai 20 ans de plus que Valentino, j'en ai 40 de plus que Fabio. Ça pourrait être ton fils. Tout à fait. Et il est plus jeune que ma fille d'ailleurs. Donc, voilà. Mais c'est un garçon qui est très attachant. Je m'entends. D'abord, il y a la langue qui facilite beaucoup les choses. Et c'est un garçon qui est aussi très, très attachant. On s'entend bien, on rigole, on chahute ensemble. Il y a des moqueries. Il y a plein de choses qui se passent. C'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Vas-y, Michel. Vas-y, j'ai écouté, j'ai perdu le fil de ma question. Si, ça me revient, excusez-moi, c'est l'âge aussi. Bernard, pourquoi, on l'a dit, tu as fait 21 saisons avec Valentino, c'est-à-dire que tu as été avec lui depuis 2000 jusqu'à l'an dernier. Oui. Pourquoi tu avais l'option de le suivre chez Petronas comme la plupart de l'équipe avec qui vous étiez? Tu as fait le pari, toi, le choix de rester dans l'équipe Factory pour rester avec Fabio. Tu peux nous dire pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que Valentino m'avait demandé de le suivre. D'un autre côté, j'ai eu très rapidement, à partir du moment où Fabio a signé dans le team d'usine, les gens de chez Yamaha, que ce soit Lynn Jarvis ou les Japonais, m'ont demandé de le suivre, de rester dans la structure d'usine. Et moi, sachant que Fabio arrivait, j'ai pas hésité longtemps. En fait, je vais vous dire, j'ai voulu rester dans la structure d'usine parce que pour moi c'est important. Au niveau technique, c'est plus valorisant. Et en plus, l'arrivée de Fabio m'enchantait. C'est pas plus compliqué que ça. J'avais déjà pas mal parlé avec lui. Je l'ai trouvé très attachant. C'est un garçon qui en valait la peine. Je vais vous dire, avant de réellement travailler avec lui, j'appréciais le garçon, franchement.
Une autre question, Bernard, comment tu as vécu la mise à l'écart de Jeremy Burgess, puisque Jeremy Burgess, tu as travaillé avec lui, toi, c'est lui qui t'a fait venir chez Honda Ouais, avec tout à Mick, fait. puisque quand tu étais un peu fatigué des aventures de Roberts avec la Modena, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et ouais, tout donc, à fait. c'est lui qui te fait venir. Et comment tu as vécu un petit peu le fait que Valentino décide de le remplacer par Galbuzera? Ben, bon, j'en ai jamais voulu à Galbuzera parce que de toute façon, la responsabilité venait de la part de Valentino. Ça m'a choqué. Je vais être franc avec vous. Dès le début, ça m'a très choqué. Ça m'a choqué. J'ai pas trouvé ça très élégant, on va le dire comme ça. Alors, puisqu'on est sur le sujet, on sait que Valentino, il est adulé au travers le monde, mais il a aussi des détracteurs, des gens qui le détestent. Bref, chacun son choix. Mais toi, là, on sait que tous les champions, tout le monde a une part d'ombre. Comment tu l'aperçois, toi, cette part d'ombre et ce pouvoir que finalement a pris Valentino dans le paddock aujourd'hui? Comment toi tu l'as vécu au quotidien, ce côté un peu négatif, ce côté un peu tyrannique qu'il peut avoir? Ouais, je sais pas s'il a un côté tyrannique, mais bon, oui, c'est un garçon qui arrive à instaurer ses règles, je vais dire ça comme ça. Il a beaucoup de puissance, il a beaucoup on l'écoute beaucoup, il a beaucoup d'influence dans le MotoGP, ce qui est normal après 20 ans, plus de 20 ans de carrière. Et surtout grâce à son palmarès, donc il faut lui laisser ça, mais des côtés négatifs, Valentino, c'est pas un dictateur, hein, c'est pas. D'abord, je pense qu'il a fait beaucoup pour la moto, et ouais, j'ai pas vraiment d'effets négatifs, enfin de choses négatives à dire à son sujet. Il y a juste l'histoire de Jérémy qui m'a fait à l'époque un peu choqué. Et voilà. Mais après sa carrière est phénoménale et c'est positif pour moi. C'est un garçon qui a marqué ça de son empreinte et on peut pas lui en vouloir. Bernard, une dernière question pour finir, même si elle est pas simple. De tous ces épisodes, de toutes ces expériences, si tu devais en ressortir une. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la belle expérience, c'était un moment assez, je vais dire, comique, éprouvant. C'était le passage de Honda à Yamaha, parce que derrière, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a moi j'ai eu des approches de chez Yamaha par Lynn Jarvis quand j'étais encore sous contrat à Honda. Il s'est passé des choses sous la table, on se donnait rendez-vous. Il y avait une petite ambiance un peu de faire des choses qu'on ne peut pas. Donc c'était assez comique, c'était cocasse. Moi je me rappelle au Japon, j'étais le seul dans le team à avoir pris un téléphone japonais et on était dans un minibus à toute l'équipe, donc Honda avec Tiki et tout ça, en train de rentrer à l'hôtel et Aline qui m'appelle de chez Yamaha pour me demander comment est-ce qu'on pouvait se voir et est-ce qu'on était toujours certain que Valentino allait suivre, enfin allait passer chez Yamaha, est-ce qu'on allait suivre aussi, il voulait s'assurer de tout ça et moi je pouvais pas répondre, j'étais au téléphone et je disais yes, I call you back. Et, parce qu'en plus tout le monde n'était pas le bienvenu chez Yamaha. Il y avait Jérémy, Gary, Brixie et moi-même, donc sur 6 personnes. Donc il y avait les 2 autres qui essayaient d'écouter un peu ce qui se passait. Et donc c'était assez cocasse, quoi. L'ambiance était cocasse aussi à Valence quand Honda est venu me déposer, enfin m'appeler dans le bureau et me déposer un contrat en me disant voilà ton contrat pour l'année 2004.
t'as plus qu'à signer. Moi, j'ai dit non, je veux pas signer. Et on m'a dit, you must sign. C'est les Japonais, non. Ils me forçaient la main, you must sign, no, mais je pouvais pas signer. J'avais déjà signé chez Yamaha, donc c'était assez amusant. C'était une belle, c'était un bon moment dans ma carrière. D'où le fameux rendez-vous que Lynn Jarvis a expliqué dans la clinique mobile très tard le soir. Oui, tout à fait. On se cachait, on allait signer notre contrat, on faisait attention de ne pas être vu dans le bus là, quand on rentrait. Ouais, c'était vraiment un beau moment. C'était amusant. Parfait. Bah écoute, merci énormément Bernard. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ces anecdotes. On va te souhaiter le meilleur pour ces jours de travail parce que finalement la saison s'est terminée mais elle recommence dès demain, on va dire, hein, parce que tu seras au circuit demain. Et puis bah encore une fois le meilleur pour 2022, une très bonne fin d'année 2021 et puis tous nos vœux de réussite aussi pour 2022. Merci, un grand merci à vous, à bientôt. Merci Bernard, salut. Merci Bernard. Ciao. Au revoir. Merci. Voilà, donc on va se quitter ce soir, non sans remercier évidemment Michel Turcot, Thomas Borsellino qui m'ont accompagné toute la saison. On va adresser également un salut bien amical à Alexis Delis qui était avec nous en début de saison, on va dire ça comme ça. Alexis qui a lui aussi participé au succès d'After Sunday, le succès qu'on vous doit également parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Et puis on va remercier toute l'équipe et notamment l'équipe technique, Guillaume le réalisateur, Johan le directeur technique, Manu pour les visuels et François Galtier ainsi que Stéphane Simon pour l'accueil ici à Télé Paris. Voilà, vous les voyez en régie. En tout cas, encore une fois, mille merci. On vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. C'est un peu tôt, mais ça fait partie du jeu. Et puis, on se retrouve dès l'année prochaine, au mois de mars. Le premier Grand Prix, messieurs, c'est le 8 mars. Le 8 mars. Premier week-end. Et voilà. Donc, on se retrouve le 9 mars, ici, à 19h, pour After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Merci beaucoup.